sur le chemin du dîner, je suis arrivé en avance et ai accidentellement surpris une conversation entre mon fiancé et sa mère. Ils parlaient de leur plan pour me faire vendre mon appartement, celui que j'avais acheté à force d'efforts et d'économies. Leur objectif ? Que sa mère puisse emménager dans un plus grand. J'étais sous le choc, réalisant qu'ils voulaient profiter de mes biens pour leur confort. Je me suis arrêté juste devant la salle à manger privée et j'ai appuyé mon dos contre le mur de marbre froid. Je n'avais pas l'intention d'écouter. J'ai juste entendu Daniel rire, ce rire discret et familier qui lui était propre, et j'ai instinctivement fait un pas de plus, m'attendant à le surprendre avec un baiser. Mais ensuite j'ai entendu sa voix, aiguë, mesurée, indubitablement celle de sa mère. « Daniel, arrête d'être si lâche. Tu vas te marier. Son appartement à elle. Il est temps qu'elle le cède pour la famille. » Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. À l'intérieur de cette pièce, l'homme que j'aimais et la femme qui serait bientôt ma belle-mère discutaient de mon appartement, de ma vie, comme si je n'étais pas réel. Comme si j'étais juste une ligne dans une feuille de calcul qu'ils essayaient d'optimiser. J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans le tissu de ma pochette, et un léger tintement a commencé dans mes oreilles. Ça n'était pas censé se passer comme ça. Plus tôt dans la soirée, j'avais nerveusement ajusté mon rouge à lèvres dans le rétroviseur de ma voiture, garée juste devant la Table d'Or, le restaurant le plus chic dans un quartier chic du centre de Paris, et l'endroit que Daniel avait choisi pour notre dîner de fiançailles. J'avais l'air d'une femme amoureuse, robe vert émeraude, ondulation douce dans mes cheveux, mes boucles d'oreilles en argent préférées. J'avais même mis cette teinte de rouge à lèvres dont Daniel avait dit un jour qu'elle faisait ressembler mes yeux à des nuages d'orage. Mon estomac s'est serré lorsque j'ai vérifié l'heure. 18h03 attends. J'ai froncé les sourcils. La réservation était à 19h. Comment avais-je pu me tromper autant sur l'heure ? J'ai secoué la tête en riant à moitié de moi-même. J'avais été tellement absorbé par les détails, choisir la robe parfaite, trouver le bon cadeau pour sa mère, que j'étais arrivé une heure complète en avance. J'ai aperçu la berline argentée de Daniel déjà garée dehors. C'était étrange. Il était ponctuel, mais jamais en avance. Peut-être voulait-il s'assurer que tout était parfait, lui aussi. Mon cœur s'est gonflé à cette pensée. À l'intérieur, l'hôtesse m'a accueilli avec un sourire professionnel. « Bonsoir. Puis-je vous aider ? » ? « Oui, Martin. » « Réservation pour 19h, ai-je dit, me tenant plus droite que je ne me sentais. Elle a scanné sa tablette. « Oui, mademoiselle Martin. La réservation est prête, mais votre groupe n'est pas encore arrivé. Voudriez-vous attendre au bar ? » J'ai failli dire oui, mais ensuite j'ai entendu son rire. Ce rire doux, légèrement essoufflé que je connaissais si bien. Il venait du couloir latéral, près des petites salles privées. « Oh, peu importe, ai-je dit à l'hôtesse. Je les vois. » J'ai suivi le son, curieuse et souriante, jusqu'à ce que j'entende la voix de Catherine Martin coupée à travers comme un scalpel. « Tu n'es plus un enfant, Daniel. Tu as vécu assez longtemps dans cette boîte à chaussures. L'appartement de Sophie est plus grand. Elle l'a acheté avec son propre argent. Bien sûr, mais ce qui est à elle sera bientôt à toi. Le mariage, c'est le sacrifice. » Daniel a répondu, mais sa voix était petite, hésitante. « Maman, ce n'est pas si simple. Sophie a travaillé dur pour cet endroit. »« Eh bien, j'ai travaillé dur pour t'élever, » a-t-elle claqué. « Et maintenant, il est temps que je vive confortablement. Tu penses que c'est juste que je sois encore dans ce petit duplex plein de courants d'air à Vitry pendant que ta fiancée sirote son café dans un condo de luxe près de la Seine ? » J'ai eu l'impression d'avoir été frappé en pleine poitrine. J'ai appuyé ma main sur mon cœur comme pour le calmer. Mes poumons étaient serrés. Le couloir a légèrement tourné. Je m'étais éloigné avant qu'il ne me voie, mes talons claquant doucement sur le sol carrelé. J'ai murmuré quelque chose d'inintelligible à l'hôtesse en passant et je suis sorti en titubant dans la rue, laissant l'air froid de l'automne me gifler pour me réveiller. La pluie a commencé à tomber, fine et glacée, et je suis resté sous l'auvent, fixant d'un regard vide la berline argentée, la voiture de Daniel, celle dans laquelle il m'avait conduit tant de fois, avec la musique jouant doucement et sa main posée délicatement sur la mienne. Cette même voiture l'avait amené ici plus tôt pour comploter avec sa mère sur la façon de me prendre la seule chose que j'avais construite de mes propres mains dans ma vie. Je suis arrivé à ma voiture et je me suis assis sur le siège du conducteur, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. 3 ans.
Cet appartement m'avait coûté 3 ans de vacances sautées, de seconds emplois et de manger des nouilles à quelques euros. 3 ans à refuser de demander de l'aide à mes parents, à apprendre à réparer les cloisons sèches et à poncer les planchers en bois. 3 ans à me dire que je pouvais le faire seul, que j'étais digne d'investissement. Et maintenant, j'étais un problème à résoudre. J'ai regardé mon téléphone. Daniel avait appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas ce qui sortirait de ma bouche. De la rage, des larmes, ou pire, un silence qui crierait. Au lieu de cela, je suis restée assise là, regardant les gouttes de pluie faire la course sur le pare-brise, laissant le froid s'infiltrer à travers les coutures de ma robe. Je me sentais stupide, naïve, non seulement d'aimer Daniel, mais de croire sincèrement que nous étions égaux, qu'il me voyait comme une partenaire, pas comme une ressource à réaffecter pour le confort de sa mère. Allait-il vraiment la laisser emménager? S'attendait-il vraiment à ce que je vende mon appartement, que je quitte le centre-ville, et que je vive dans une maison de banlieue avec eux deux sous le même toit? Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, le sentiment de droit de Catherine ou le silence de Daniel. J'ai fermé les yeux et je me suis appuyé en arrière. L'image de Daniel me souriant de l'autre côté d'une table de restaurant s'est brouillée et tordue dans mon esprit. Et pour la première fois depuis qu'il m'avait demandé en mariage, je me suis demandé si j'avais été amoureuse d'une version de lui qui n'avait jamais réellement existé. J'ai démarré le moteur. Je ne suis pas rentré à la maison. Pas encore. J'ai juste roulé à travers des rues luisantes de pluie sous des feux jaunes clignotants, à travers des quartiers qui ne me connaissaient pas et ne me demandaient jamais rien. Quelque part entre les quais de Seine et la limite d'un quartier du centre, j'ai finalement tourné le volant vers la maison. De retour vers l'appartement qui était le mien, toujours le mien pour l'instant. Au moment où je suis entré dans mon appartement, mes talons trempés avaient commencé à faire des ampoules, et ma robe collait à mes jambes comme des algues mouillées. Je les ai laissés tous les deux près de la porte. Dès que j'ai entendu la porte se refermer derrière moi, quelque chose en moi s'est dénoué, comme si le monde entier pouvait enfin arrêter d'appuyer sur mes côtes. Cet endroit, ces murs, cette lumière, ce silence m'avait tout coûté. Et je n'allais pas le laisser partir. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine, éclairée uniquement par les lumières chaudes sous les armoires que j'avais installées moi-même. Le sol portait encore les légères cicatrices de la première fois que j'avais essayé de poser du carrelage, de travers et incertaine. L'étagère à livres s'affaissait légèrement là où j'avais percé les chevilles trop près du bord. Chaque imperfection dans cet espace était la mienne. Preuve d'effort, d'entêtement, d'indépendance. Je me suis assise à la table à manger, fixant la chaise vide en face de moi. C'est là que Daniel s'asseyait habituellement le dimanche matin, faisant défiler son téléphone pendant que je faisais des crêpes. La dernière fois qu'il était là, il a parlé de construire un avenir qui nous semblait enraciné, à nous. Pas ça, pas un plan concocté entre lui et sa mère derrière mon dos. J'ai appuyé mes doigts sur mes tempes. Peut-être avais-je mal entendu. Peut-être que Catherine spéculait juste. Peut-être que Daniel allait reprendre ses esprits. Je voulais y croire si fort que ça faisait mal, mais mon instinct me disait le contraire. J'ai à peine dormi cette nuit-là. La ville dehors continuait de respirer. Sirène, bus, un klaxon occasionnel. Mais mon appartement est resté une poche d'immobilité, une poche que j'avais taillée dans le chaos. Et maintenant il voulait me la prendre. Le lendemain matin, je me suis tenu près de la fenêtre avec une tasse de café amer, regardant la brume s'élever du trottoir 5 étages plus bas. J'aurais dû appeler Daniel, demander une explication, mais je n'étais pas prête pour sa voix ou pour la façon dont elle pourrait essayer d'arranger les choses. Au lieu de cela, j'ai appelé Catherine. « Bonjour, Catherine », ai-je dit, essayant de rendre mon ton léger comme si je ne tremblais pas à l'intérieur. « Je voulais passer vous voir aujourd'hui. J'ai pensé que nous devrions mieux nous connaître. Après tout, nous serons bientôt de la famille. » Elle a semblé surprise, mais contente. « Eh bien, n'êtes-vous pas adorable ? » ?»« Bien sûr, ma chère. » Passez vers midi. Je vais faire infuser du thé. Je me suis préparé lentement. J'ai choisi un pull doux de couleur neutre et une jupe genou. Maquillage léger, talons bas, rien qui criait à la confrontation. J'ai pris un bouquet de marguerites et une boîte de chocolat en chemin. J'avais un rôle à jouer. Catherine vivait dans un duplex étroit de 2 chambres à Vitry. Le revêtement extérieur était écaillé. Le porche grinçait, et le couloir sentait légèrement le nettoyant au citron et la nostalgie. Quand elle a ouvert la porte,
elle portait déjà du rouge à lèvres et une robe de chambre soyeuse qui s'efforçait d'avoir l'air décontracté. Sophie, entrez. Entrez. Vous êtes ravissante. Merci, Catherine. Ce sont pour vous, ai-je dit en lui tendant les fleurs et les chocolats. Oh là là, vous n'auriez pas dû, a-t-elle roucoulé. Venez vous asseoir. J'ai du Earl Grey qui infuse. Le salon était une capsule temporelle, meubles recouverts de plastique, broderies encadrées au mur, figurines en porcelaine poussiéreuse alignées sur l'étagère. Des photos de Daniel à tous les âges. Daniel bébé. Daniel à la remise des diplômes. Daniel dans un smoking froissé pour le bal. Pas de père en vue. Je me suis assise avec précaution sur le bord du canapé. Catherine a apporté un plateau avec des tasses en porcelaine dépareillées et s'est assise en face de moi, lissant sa robe de chambre. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que vous me contactiez comme ça. C'est mature, a-t-elle dit, me regardant avec une curiosité à peine voilée. Je pense juste que c'est important, ai-je répondu. Nous devrions comprendre dans quoi nous nous engageons tous. Catherine a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. C'est exactement ce que je disais. Nous avons tourné autour du pot pendant un moment. Elle m'a interrogé sur mes parents. J'ai demandé des nouvelles de ces maux de dos. Nous avons trop souri toutes les deux. Puis finalement, elle s'est penchée. Vous savez, Sophie, je pensais à votre appartement, a-t-elle dit en sirotant son thé. C'est charmant, mais petit, pas vraiment fait pour une famille. J'ai laissé cela planer dans l'air. Vous avez probablement raison, ai-je dit. C'est un appartement d'une chambre, douillet, mais étroit. Elle a hoché la tête vigoureusement. Et le mien est trop loin pour le travail de Daniel. Pas idéal. Mais si nous vendions les deux endroits, nous pourrions acheter un grand condo. 3 chambres, beaucoup de place, une pour vous aussi, une pour moi, peut-être même une chambre de bébé éventuellement. Les mots ont glissé de sa bouche si facilement que c'était terrifiant, comme si elle les avait répétés. Je vois, ai-je dit, gardant ma voix ferme. Vous avez regardé des annonces? Oh, oui. Il y en a un magnifique juste à côté de la porte de Versailles. Grande cuisine, bonnes écoles à proximité. Je n'ai pas demandé qui vivrait où. Je le savais déjà. Et Daniel, ai-je demandé. Qu'en pense-t-il? Elle a hésité une demi-seconde. Nous n'en avons pas encore entièrement discuté, mais c'est un garçon intelligent. Il sait ce qui est le mieux pour la famille. Le mieux pour la famille, pas le mieux pour moi. Le reste de la visite s'est brouillé. Elle m'a montré un album de photos de bébé de Daniel, a parlé de recettes de casseroles, a lancé des pics voilés sur mon mode de vie moderne. J'ai hoché la tête et souri et gardé ma main immobile sur mes genoux. Mais à l'intérieur, quelque chose se nouait de plus en plus serré. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas enlevé mon manteau. Je me suis assise sur le canapé, gardant toujours mon sac à main sur mes genoux. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait d'effacer tout ce pourquoi j'avais travaillé et de l'emballer dans un ruban étiqueté famille. Daniel a appelé ce soir-là. Comment ça s'est passé avec maman, a-t-il demandé, décontracté mais prudent. C'était instructif, ai-je dit. Elle m'a parlé du nouveau plan de condo. Oh, a-t-il dit. Silence. Oui, elle l'a mentionné. Elle ne l'a pas juste mentionné, Daniel. Elle avait des annonces, des prix, des plans. Il a soupiré. Elle est juste enthousiaste. Elle s'emporte. Ça ne veut pas dire? Est-ce que tu soutiens ça, ai-je demandé. Plus de silence. Je pense que ça pourrait marcher, a-t-il dit finalement. Ça la rendrait heureuse et tu aurais un plus grand appartement. Nous serions tous ensemble. Nous serions tous ensemble. J'ai raccroché. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, comptant les motifs d'ombre douce qui dansaient à travers la pièce au passage des phares de voiture dehors. Il y avait quelque chose de tranquillement terrifiant dans la vitesse à laquelle l'amour pouvait se transformer en autre chose, quelque chose de calculateur. Je n'arrêtais pas d'entendre la voix de Catherine. 3 chambres, une pour vous, une pour nous, une pour le bébé. Et la voix de Daniel, plus douce mais pire à sa manière. Nous serions tous ensemble. Au matin, je savais ce que je devais faire. Si je les affrontais émotionnellement, je perdrais. Ils le transformeraient en culpabilité,
en honte, en responsabilité. Non, ça devait être fait avec contrôle, avec clarté. Alors, j'ai appelé Daniel et je l'ai invité, lui et sa mère, à dîner. Ma voix était légère, presque joyeuse. Je lui ai dit que je voulais me rattraper pour avoir manqué le dîner de fiançailles, que je cuisinerais quelque chose de spécial, que nous parlerions de l'avenir. Il a semblé surpris, soulagé. Elle sera ravie, a-t-il dit. Elle se sentait mal pour l'autre soir. Je n'ai pas répondu à ça. J'étais déjà en train de planifier le menu. J'ai nettoyé mon appartement comme si je me préparais à la bataille, j'ai poli l'argenterie, dépoussiéré les plinthes, allumé des bougies que j'avais gardées pour une autre occasion. Quelque chose dans le fait de rendre l'endroit parfait me donnait l'illusion de contrôle. Ensuite, j'ai cuisiné, pas juste de la nourriture. Une performance entière. Saumon en papillotes, asperges au zeste de citron, tarte au citron maison pour le dessert. J'ai mis la table avec ma meilleure vaisselle, de vraies serviettes en tissu, et un petit bouquet d'hortensia au centre. L'appartement sentait les agrumes chauds et le thym. Ça ressemblait à un tableau Pinterest. Et sur le comptoir, juste hors de vue, j'ai placé le petit enregistreur vocal noir que j'utilisais pour les réunions au travail. À exactement 19 h, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, Daniel tenait un bouquet de roses. Catherine avait une boîte de chocolat. Tous deux arboraient des sourires trop éclatants qui ne correspondaient pas tout à fait à leurs yeux. Waouh, Catherine a dit en regardant autour d'elle. Vous avez vraiment fait briller cet endroit. Merci, ai-je répondu, prenant leur manteau. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons commencé par de la conversation légère. Catherine a fait l'éloge des asperges. Daniel a complimenté le vin. Nous avons ri poliment. Pendant un moment, tout a semblé étrangement normal, comme si rien n'avait jamais été dit, comme si aucun plan n'avait été fait en secret. Et puis, quelque part entre le saumon et le dessert, Catherine s'est penchée et a dit, « Je suis repassée voir ce condo aujourd'hui. Celui de la porte de Versailles. Il est toujours sur le marché. » Daniel a baissé les yeux sur son assiette. J'ai plié lentement ma serviette. « C'est super, ai-je dit. Mais avant de parler de condo, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. » Catherine a cligné des yeux. « Que voulez-vous dire ?» Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au comptoir de la cuisine et j'ai pris l'enregistreur. Puis j'ai appuyé sur lecture. La voix de Catherine a rempli l'appartement, nette et claire. Elle l'a acheté avec son propre argent. Bien sûr, mais ce qui est à elle sera bientôt à toi. Le mariage, c'est le sacrifice. La réponse de Daniel. Ce n'est pas si simple. Sophie a travaillé dur pour cet endroit. Catherine à nouveau. Eh bien, j'ai travaillé dur pour t'élever. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le léger clic de l'enregistreur se terminant. Quand j'ai levé les yeux, le visage de Catherine était devenu pâle. Les yeux de Daniel étaient écarquillés d'incrédulité. « Où as-tu eu ça ?» a-t-il demandé, la voix à peine un murmure. J'étais en avance. Au restaurant, ai-je dit. J'ai tout entendu. Et puis j'ai enregistré le reste quand je suis rentré. J'avais besoin d'être sûr que je n'imaginais pas. Sophie, j'ai levé la main. Non. S'il vous plaît. Laissez-moi juste dire ceci une fois. Je me suis tourné vers Catherine. Vous ne rêviez pas juste à voix haute. Vous aviez un plan, un calendrier. Vous connaissiez même le nom de l'agent immobilier. Vous planifiez cela depuis plus longtemps que je ne suis fiancé. Elle a essayé de parler. Je ne l'ai pas laissé faire. Vous voyez cet appartement ? Je ne l'ai pas hérité. Je ne l'ai pas obtenu par mariage. Je l'ai gagné. Chaque centimètre de cet espace est le mien. Des planches de parquet qui grincent dans le couloir aux éclats de peinture pour lesquels j'ai pleuré quand je n'avais pas les moyens d'engager un entrepreneur. Daniel s'est levé. Sophie, nous voulions juste me manipuler pour que je renonce à mon indépendance, ai-je claqué. Ses épaules se sont affaissées. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, ai-je demandé. Parce que d'où je suis, ça ressemble beaucoup à vous qui avez prévu de m'épuiser. Comme si vous pensiez que si votre mère demandait et que vous restiez silencieux, je finirais par céder. Catherine s'est levée aussi. Ne soyez pas dramatique. Nous essayons juste de construire un avenir ensemble. Non, ai-je dit.
Vous essayez de construire une maison avec mes briques, à vos conditions. Je me suis tourné vers Daniel. Son visage était rouge, les mâchoires serrées. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui m'apportait autrefois du café après mes nuits blanches. Rien de l'homme qui m'avait dit qu'il admirait ma force. Laissez-moi vous demander une chose, ai-je dit doucement. Si je disais que je n'allais pas vendre, si je refusais de quitter cet appartement, m'épouseriez-vous quand même? Il a hésité, sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Je ne sais pas. Et c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai marché jusqu'au buffet près de la fenêtre et j'ai sorti une petite enveloppe blanche. Je la lui ai tendue. Il a semblé confus, puis l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles qu'il n'avait même pas eu l'occasion de me donner correctement. Sophie, je pense que ça t'appartient, ai-je dit. C'est une jolie bague, juste plus pour moi. Catherine a haleté. Vous rompez les fiançailles pour ça? Je protège ce que j'ai construit, ai-je dit. Et je me choisis pour la première fois depuis longtemps. Daniel n'a pas essayé de me retenir. Il est juste resté là, tenant l'enveloppe comme si elle était soudainement devenue plus lourde que sa propre conscience. Ils sont partis quelques minutes plus tard. Catherine n'a pas dit au revoir. Daniel m'a regardé une dernière fois, et pendant un instant, j'ai vu l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais j'ai aussi vu l'homme qui ne serait jamais capable de tenir tête à sa mère. Pas pour moi. Pas pour nous. Après qu'il soit parti, je me suis assise à table en silence. Les bougies vacillaient. Le vin est resté intact, et au milieu de ma table parfaitement dressée, les assiettes vides brillaient sous la douce lumière de la cuisine. Cela aurait dû être un dîner pour célébrer l'amour. Au lieu de cela, c'est devenu le moment où j'ai choisi la liberté. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal de Daniel. Sa voix sonnait doucement, presque répétée, comme quelqu'un essayant de réécrire le script après que la scène finale ait déjà eu lieu. Sophie, je suis désolé pour tout. Je ne voulais pas que ça tourne comme ça. Est-ce qu'on peut juste parler? Je ne l'ai pas rappelé. Pas encore. Je n'étais pas prête. J'avais besoin d'air, de perspective, d'espace. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours quand je ne pouvais pas respirer dans mes propres pensées. Je suis allé marcher. Le jardin du Luxembourg n'était qu'à quelques rues. Les feuilles commençaient à peine à craqueler, parsemant les sentiers de confettis dorés et rouille. J'ai trouvé un banc près de la fontaine et je me suis juste assise, laissant la brise faire ce qu'aucun mot ne pouvait. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de Daniel. On peut se voir? Juste nous deux. Je veux comprendre ce que tu ressens. C'était la première fois qu'il demandait cela. Pas pour arranger, pas pour apaiser, juste pour comprendre. Alors j'ai dit, oui. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là près des grilles du parc. Il avait l'air fatigué, plus vieux en quelque sorte, pas physiquement, mais comme les gens le sont quand leurs illusions commencent à s'effriter. Salut, a-t-il dit doucement. Salut. Nous avons marché un peu en silence au début. La ville bourdonnait doucement autour de nous. Voitures, rires, aboiements occasionnels d'un chien. Mais entre nous, il n'y avait que le bruit des chaussures sur le gravier et le vent soufflant à travers les arbres. Je ne savais pas que tu nous enregistrais, a dit Daniel après un moment. Je ne l'avais pas prévu, ai-je répondu. Mais quand j'ai entendu cette conversation, quelque chose en moi s'est brisé. J'avais besoin de preuves pour moi-même. Pour quand je commencerais à douter si je ne réagissais pas de manière excessive. Il a hoché la tête lentement. Je ne l'ai pas arrêté. Je sais ça. Non, ai-je dit. Tu ne l'as pas fait. C'est ce qui m'a fait le plus peur. Nous nous sommes arrêtés près d'un banc près de la roseraie. Je ne me suis pas assise. Je me suis tourné pour lui faire face. Daniel, j'ai besoin de te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête, même si la réponse fait mal. Il m'a regardé, l'expression prudente. Si je n'avais rien dit, si j'avais juste accepté, vendu l'appartement, déménagé là où Catherine voulait, aurais-tu été d'accord avec ça? Il a hésité juste assez longtemps pour répondre à la question avant d'ouvrir la bouche. Je pense que oui. Je me serais dit que c'était pour le mieux. J'ai hoché la tête. Et si je dis que je n'accepterai jamais cela, que je ne vendrai pas, ne déménagerai pas, ne vivrai pas sous le règne de quelqu'un d'autre dans une maison que j'ai payée avec un prêt, que se passe-t-il alors? Il a soupiré.
Alors nous devrions trouver un autre plan. Non, ai-je dit. Tu essaierais de me convaincre encore et encore, et peut-être pas aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais finalement tu m'en voudrais de ne pas céder. Il a secoué la tête. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas, ai-je murmuré. Chaque fois que ta mère laissait entendre quelque chose, tu restais silencieux. Chaque fois qu'elle prenait des décisions pour nous, tu la laissais faire. Et quand j'ai finalement dit non, tu ne m'as pas défendu. Tu m'as juste demandé de considérer ses sentiments. C'est ma mère, Sophie, et je suis censé être ta partenaire. Il a tressailli. Je ne me suis pas arrêté. J'étais prête à construire une vie avec toi, mais je ne construirai pas une vie pour toi. Je n'effacerai pas mon indépendance pour faire de la place au confort de ta mère. Daniel s'est assis sur le banc, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Elle m'a élevé seule. Elle a tout abandonné. Je voulais juste lui rendre quelque chose. Et c'est noble, ai-je dit. Mais on ne rembourse pas le sacrifice de quelqu'un en demandant à quelqu'un d'autre de se sacrifier à sa place. Silence à nouveau, un silence profond cette fois. Le genre qui arrive quand les deux personnes réalisent qu'elles sont de chaque côté de quelque chose qui était autrefois partagé. Il m'a regardé finalement. Qu'est-ce que tu veux, Sophie? Je veux quelqu'un qui protège ce qui compte pour moi aussi férocement que moi, ai-je dit. Je veux un partenaire qui voit ma vie comme quelque chose de sacré, pas de négociable. Je veux un avenir où je n'ai pas à supplier pour garder ce qui est déjà à moi. Ses yeux se sont embués un peu. Tu ne penses pas que je peux être cette personne? Je pense que si tu l'étais, je n'aurais pas eu à demander. Ça l'a brisé. Pas d'une manière cinématographique, en tombant à genoux. Mais dans l'affaissement silencieux d'un homme qui réalise enfin qu'il a perdu quelque chose de réel. Il s'est levé, a respiré profondément. Alors c'est fini. J'ai hoché la tête. Je pense que ça doit l'être. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, n'avons pas pleuré. Nous sommes juste restés là, deux personnes qui avaient presque réussi. Et puis il s'est éloigné, les mains dans les poches, le vent attrapant le bord de son manteau alors qu'il tournait au coin de la rue. Je suis resté assise sur le banc seul pendant longtemps, regardant le ciel s'estomper dans le crépuscule. Je me sentais à vif, vide, mais aussi soulagé. Pour la première fois depuis des années, j'avais tenu bon et je ne m'en suis pas excusé. Il m'a fallu une semaine pour sortir la bague du tiroir. Je ne l'avais pas regardée depuis la nuit où je l'avais rendue. Je l'ai rangée dans l'écrin de velours dans lequel elle était venue, je l'ai glissée derrière de vieilles factures et des coupons périmés, comme si je pouvais enterrer le souvenir sous des choses qui n'avaient plus d'importance. Mais les souvenirs ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne restent pas enterrés. Un matin, je me suis retrouvé à la tenir à nouveau, juste debout dans ma cuisine dans un pull trop grand, la lumière du soleil se déversant sur le carrelage. Et soudain, elle était là, cette délicate alliance en or blanc, le diamant solitaire, simple, élégant, exactement à mon goût, ou à ce que Daniel croyait être mon goût. Je l'ai retournée dans mes doigts. Elle ne brillait pas comme avant. Peut-être n'avait-elle jamais brillé. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais un calme étrange m'a envahi, une finalité. Cette bague n'avait jamais touché ma peau assez longtemps pour signifier quoi que ce soit. Ce n'était pas parti d'une promesse. C'était parti d'un plan, d'une stratégie, d'une négociation à voix douce qui venait avec des fils que je n'avais pas vus jusqu'à ce qu'ils commencent à se serrer. J'ai remis la bague dans la boîte. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le bijoutier. La femme au bout du fil a reconnu mon nom. Bien sûr, mademoiselle Martin, nous pouvons vous aider avec un retour ou une vente en dépôt-vente. Préférez-vous venir en personne? J'ai souri faiblement. Oui, je pense que j'aimerais ça. Plus tard dans l'après-midi, je suis descendu à la boutique où Daniel avait acheté la bague. Elle était nichée entre un tailleur et un fleuriste sur la rue de la Paix, un endroit devant lequel nous étions passés de nombreuses fois ensemble. J'ai toujours aimé la devanture, élégante, discrète, avec un verre biseauté qui attrapait le soleil de manière discrète. L'associée, une femme nommée Myriam, m'a accueilli doucement. Elle avait des yeux gentils et ne posait pas de questions inutiles. Je lui ai tendu la boîte, et elle l'a ouverte avec soin, comme si c'était quelque chose de précieux. Je suppose que ça l'était encore, juste pas pour moi. Nous pouvons la mettre en dépôt-vente, a-t-elle dit, ou vous proposer un rachat immédiat aujourd'hui. J'ai choisi le rachat. Je ne voulais pas qu'elle traîne quelque part derrière une vitrine, attendant d'être portée par quelqu'un d'autre.
Je voulais qu'elle disparaisse. En rentrant chez moi, je me sentais plus légère. Pas joyeuse exactement, mais libérée. Quelques jours plus tard, j'ai pris cet argent et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai réservé un voyage. Pas une escapade d'un week-end. Pas quelque chose de bon marché ou de sûr, un vrai voyage. J'ai loué un chalet dans une région reculée de l'Auvergne pour un mois, isolé près des bois avec une baignoire à pattes de lion et sans télévision. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin d'immobilité. Quand je suis arrivé, j'ai laissé mon téléphone dans un tiroir pendant 3 jours. J'ai lu de vieux livres. J'ai cuisiné lentement. J'ai écrit des pages de choses que je n'avais jamais prévu de publier. Un matin, je me suis assise sur le porche regardant la brume rouler sur les collines, et j'ai réalisé quelque chose de simple et de profond. L'absence de chaos ressemble à du chagrin au début, mais c'est en fait la paix. Je pensais à Daniel parfois. Je me demandais s'il vivait toujours dans le même appartement, si Catherine avait emménagé, s'il regardait parfois son téléphone et hésitait avant de supprimer mon numéro. Mais surtout, je pensais à moi, autant que j'avais passé à me plier, à faire de la place, à faire des compromis, à sourire à travers des choses pour lesquelles j'aurais dû crier, à rire de commentaires qui m'ébréchaient de manière minuscule et invisible. Et je me suis promis quelque chose. Plus jamais. Plus jamais je ne diluerai mes limites pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Plus jamais je n'accepterai le silence à la place du soutien. Lors de ma dernière nuit dans l'Auvergne, j'ai écrit une lettre que je n'ai pas envoyée. Cher Daniel, tu n'as jamais été cruel. C'est ce qui a rendu les choses plus difficiles. La cruauté est facile à fuir, mais le rejet silencieux, la manipulation douce, la pression prudente déguisée en amour, c'est plus difficile à nommer et plus difficile à combattre. Tu ne m'as pas blessé avec des mots. Tu m'as blessé avec le silence. Avec la façon dont tu as laissé ta mère parler pour vous deux, avec la façon dont tu t'attendais à ce que je donne sans qu'on me le demande, tu m'as fait sentir trop fière, trop protectrice, trop égoïste. Mais tout ce que je voulais, c'était protéger la vie que j'avais construite, quelque chose que personne ne m'avait jamais donné. Et finalement, je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis parti parce que j'ai enfin commencé à m'aimer moi-même. J'espère qu'un jour tu comprendras cette différence. Sophie. Quand je suis rentré à Paris, la ville semblait différente. Pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais changé. Je n'ai pas cherché quelqu'un de nouveau. Je n'ai pas essayé de remplir le silence. Je l'ai laissé vivre à côté de moi. J'ai recommencé à faire les choses que j'avais négligées, à peindre à nouveau, à m'inscrire à un cours de yoga, à appeler ma sœur le dimanche matin juste pour parler de rien. Un soir, je suis passé devant un couple debout devant la table d'or. Elle portait une robe verte. Il tenait une boîte de velours. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas fixé du regard. J'ai juste souri doucement et j'ai continué à marcher. Parce que mon histoire ne s'est pas terminée dans ce restaurant. Elle ne s'est pas terminée dans un appartement ou un appel téléphonique ou même sur un banc de parc. Elle a commencé quand j'ai arrêté de me rétrécir. Quand j'ai pris la bague que je n'ai jamais portée et que je l'ai transformée en une porte par laquelle je pouvais enfin passer, seul mais jamais solitaire.